Emprisonnée, l'empoisonneuse Lavoisin et son ancien amant, le magicien Le Sage, continuent de mettre au jour les affaires annexes. Chaque nom qu'ils donnent devient une ramification de plus dans cette immense affaire des poisons dont le roi, Louvois et l'Araignée ne voient plus le bout. Jusqu'où ces accusations vont-elles aller ? Si au départ la question était de savoir qui était impliqué dans ce commerce de mort, en 1679, elle est tout autre. Qui ne l'est pas ? Comme un nouveau coup de massue pour Louis XIV, Le Sage et Lavoisin sortent finalement le nom de Madame de Montespan. Pour la première fois, c'est sa maîtresse qui est visée. Et même si c'est un peu indirect, l'accusation se trouve déjà bien trop près de lui. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les révélations des empoisonneurs. C'est bien beau de balancer des clients, mais souvent, Louvois et l'Araignée n'ont que des noms à se mettre sous la dent et pas vraiment de preuves de leur culpabilité. Compliqué d'arrêter des gens, surtout des nobles, avec pour simple accusation d'avoir été crachés de la bouche d'un malfrat un peu illuminé. Mais en prison, le magicien Le Sage commence quand même à parler, peut-être plus qu'il ne le devrait. Ce qu'il espère, lui, c'est que sa bonne conduite va le sauver d'une mort certaine. En vérité, Louvois sait que Le Sage est au courant de tout, qu'il a été durant longtemps les yeux et les oreilles de Lavoisin, qui lui a même fait concurrence un temps. Alors, les clients de l'empoisonneuse sont devenus les siens, et inversement. Il sait qu'il peut le presser comme un citron jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire, puis le faire pendre pour commerce de poison, pour messe noire, ou même pour complot contre le roi. Le Sage n'est qu'un pion sur l'immense échiquier de cette affaire qui les dépasse. Il n'est qu'un pion, mais c'est Louvois qui le tient, et qui le bouge comme il le souhaite. Parmi les informations qu'il daigne partager, Le Sage parle notamment de Marianne Mancini, la duchesse de Bouillon, et son amant, le duc de Vendôme, qui demandent tous deux la mort de son mari à elle. Ou encore le marquis de Cessac, ancien maître de la garde-robe du roi. Puis il y a les duchesses de Vivonne, d'Angoulême et de Vitry, ainsi que la princesse de Tingry. Toutes les quatre auraient demandé 3 ans plus tôt à pactiser avec le diable, et Le Sage affirme qu'elles ont demandé le malheur du roi. Encore une fois, ça dépend du crédit qu'on donne à la parole de ce magicien de pacotille, mais ses aveux se font de plus en plus détaillés. Évidemment, ces détails arrivent aux oreilles du roi Louis XIV et il est effaré devant ces révélations. Il est surtout de plus en plus inquiet, voyant que les noms qui tournent comme des poissons sont dans son propre bocal. Il demande à l'Araignée de rentrer encore plus amplement dans cette affaire des poisons et si possible d'en trouver les racines pour les arracher, les couper, les détruire. Mais tout ça dans l'ombre, car le roi ne se résout pas à faire éclater le scandale au grand jour. Qui n'est pas encore au courant de toute cette histoire à l'époque ? Sûrement personne. Dans le doute, il ne veut pas prendre le risque de se faire encore plus d'ennemis, notamment à l'international. D'avoir un peuple et surtout des sujets qui veulent tous votre mort, ça devait pas être hyper bien vu tout de même. Alors, pour que ça reste le plus secret possible, tous les interrogatoires de ceux qui sont dans le cercle proche de Louis sont classés hors procédure. Les enquêteurs ont carte blanche. Ils peuvent interroger qui ils veulent, des nobles qui gravitent autour de lui, mais dans la plus grande discrétion. Ne jamais ajouter ces rapports au dossier officiel et surtout ne rien communiquer au juge sans que ça ait été au préalable validé par le roi lui-même. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est quand même une drôle de justice, tenue dans la main d'un seul homme finalement, qui choisit ce qui arrive ou non aux oreilles de ceux qui font tomber les sentences. Dangereuse entreprise, mais on était loin de la démocratie, n'est-ce pas ? Parmi toutes les ramifications qui lui parviennent, il y en a une que le roi veut absolument garder secret défense, c'est celle de la Dame des œillets. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Des œillets est une demoiselle de compagnie de Madame de Montespan. Et là, vous comprenez direct pourquoi Louis XIV ne veut pas que ça s'ébruite, pas vrai ? Depuis 1666, Louis XIV entretient une vraie relation amoureuse avec la Montespan, une des dames de compagnie de la reine. À la base, il est, souvenez-vous, épris de Louise de la Vallière, que toutes les marquises jalouses là cherchent à faire tuer. Il ne la voit pas de suite, Montespan. Mais elle aussi est dans le cercle proche de la reine, et plus il passe du temps avec Louise de la Vallière, plus il se lie aussi avec la Montespan, jusqu'à en tomber amoureux.
Elle sera sa favorite officielle à partir de 1667, et son mari à elle d'ailleurs fait un scandale à la cour, et il est enfermé pour ça. Le mari jaloux, le roi, lui, il en veut pas. Hein. Si je vous fais ce petit topo, c'est parce que la Montespan est un personnage très important pour le roi Soleil, et que si on touche à elle, on touche à lui très, très directement. Et ça, il peut évidemment pas le tolérer. C'est trop dangereux, cette affaire s'approche déjà bien trop près de lui pour venir le trouver jusque dans son lit. Mais quel rapport entre l'affaire des poisons, le magicien Le Sage, Montespan et cette dame des œillets ? Eh bien, comme je vous le disais, des œillets est une des dames de compagnie de la Montespan. Et Le Sage balance aussi le nom d'une certaine Cato, qui seraient toutes les deux en lien avec son ancienne maîtresse, la Voisin. Évidemment, on réinterroge la Voisin à ce sujet, et cette fois on la somme de raconter tout ce qu'elle sait à ce propos, car l'affaire est trop proche du roi pour ne pas être prise au sérieux. Il y a plusieurs années, en effet, elle a prié longtemps pour que la jeune Cato soit prise comme femme de chambre chez la Montespan. C'était une bonne place, elle lui souhaitait de l'obtenir. Les autorités n'y croient qu'à moitié, mais la Voisin affirme encore une fois qu'elle ne connaît en revanche ni cette dame des œillets, ni la Montespan, bien sûr. Sauf, dit-elle, si elles sont venues la visiter dans son officine incognito, comme toutes les autres. Ce qu'on sait de cette dame des œillets, c'est qu'elle est beaucoup en lien avec la Voisin, notamment à Saint-Germain, où l'empoisonneuse lui apporte des poudres, notamment des cantharides. S'il y a des botanistes dans l'assemblée, ils sauront sûrement ce que ça signifie. Les cantharides sont des insectes, et réduits en poudre, ils sont utilisés à l'époque comme le Viagra. C'est aussi connu pour être un très fort aphrodisiaque, mais je crois que du coup, c'est plus mécanique que chimique, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que, à plus forte dose, entre 50 et 100 grammes ingérés, cette poudre est mortelle pour l'homme. Lorsque Le Sage affirme que Madame des œillets et la femme de chambre Cato rencontraient la Voisin à Saint-Germain pour le commerce de cette poudre, ne sous-entend-il pas directement qu'elles ont été mandatées par la marquise de Montespan ? Dangereuse accusation que celle-ci. Mais ce n'est pourtant pas la dernière de Le Sage concernant la favorite du roi. Enfin, surtout son entourage. Le magicien affirme que beaucoup de femmes appartenant au cercle proche de la Voisin, comme la Bosse et la Vigoureux dont je vous ai déjà parlé, ont essayé à maintes reprises de se faire embaucher au service de la Montespan. Coïncidence ? Peut-être pas. Mais il n'était pas rare du tout pour des empoisonneurs, même renommés, de tenter de se frayer un chemin sous la coupe des plus nobles. Une bonne place, nourrie, logée, et en plus aux premières loges pour empoisonner quiconque dérange. Rappelez-vous comme exemple Jean Hamelin, dit La Chaussée, le valet du marquis Gaudin de Sainte-Croix, l'amant de la marquise de Brinvilliers, qui avait été placé aux côtés des frères de celle-ci afin de les empoisonner. Rien de mieux qu'être au service de sa victime. En août 1679, il n'y a plus beaucoup d'espoir, ni pour Le Sage, ni pour la Voisin, de rester en vie après toutes les affaires dans lesquelles ils sont impliqués. Alors, ils décident de ne pas emmener grand secret dans la tombe et de commencer à parler pour de vrai à Louvois et à ses hommes. Après tout, ils n'ont plus rien à perdre, Autant faire couper des têtes pour passer le temps en attendant la potence, pas vrai ? Et quoi de plus simple pour gagner des points auprès de la police de Louvois que de rejeter la faute sur l'autre ? Ainsi, Le Sage et la Voisin se renvoient la balle à chaque interrogatoire. Un jour, Le Sage donne une information de la plus haute importance concernant la femme Montespan. Il affirme que la Voisin essayait par tous les moyens de faire entrer une femme dénommée Verte-Marthe au service de la marquise de Montespan. Jusqu'ici, pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais il va plus loin. Il explique que justement, toutes les négociations se faisaient chez la fameuse dame des œillets, et que la Voisin ne pouvait donc pas nier connaître ni l'une ni l'autre. Les autorités ont du mal à y voir clair en fait, parce qu'elles ne savent jamais si ce saltimbanque de Le Sage là dit la vérité, ou s'il essaie juste de charger son ancienne maîtresse pour se dédouaner de sa propre implication. Mais il faut bien l'avouer, ces récits sont trop précis pour avoir été inventés de toutes parts. Alors, on arrête cette fameuse Verte-Marthe en septembre 1679. Et interrogée une semaine plus tard, elle nie aussi connaître Mademoiselle des œillets, et même avoir eu le désir d'entrer au service de la marquise de Montespan. Son argument est un peu bancal, elle dit il fallait savoir broder, et elle savait pas. Pour faire la lumière sur cette sombre histoire, il aurait fallu que Louvois interroge la dame de compagnie, la fameuse des œillets.
Mais toucher à elle, c'est indirectement toucher à sa maîtresse, la Montespan. L'araignée n'ayant pas eu l'autorisation du roi d'aller plus loin, il ne poursuit pas l'investigation. Pouf! Évaporée l'enquête. Sait-on jamais qu'on trouve quelque chose? Comme il faut trouver d'autres informations à se mettre sous la dent, Louvois réinterroge encore et encore la voisine, persuadée qu'elle a encore beaucoup à dire, notamment sur d'autres comtesses, marquises et globalement nobles proches du roi et de sa cour. Et bingo! Le 16 septembre 1679, la voisine se met de nouveau à table, en balançant cette fois Madame de Lamotte et Madame de Vivonne, qui, d'une seule voix, auraient demandé à se débarrasser de leur mari. Mais attention, pas chez elles, ah non, chez le sage, évidemment. Alors qui sont-elles, ces dames, qui veulent le bien de leur conjoint? La première, Madame de Lamotte, est en fait Anne-Lucie de Lamotte-Houdancourt, une des maîtresses éphémères du roi. Je vous en avais rapidement parlé parce qu'elle a été un des pions de la comtesse de Soissons. Quant à Madame de Vivonne, plusieurs fois citée par les empoisonneurs dans cette vaste enquête de l'affaire des poisons, elle n'est autre que la fille du président du Parlement et la femme du vice-roi de Sicile, Louis-Victor de Rochechouart. Et ce gars-là, Rochechouart, c'est le frère de Madame de Montespan. De Vivonne est mariée à 14 ans à ce monsieur de Rochechouart, et dès le début, elle déteste son mari. Il le lui rend bien puisque très rapidement, cet homme lettré et bon vivant lui préfère la compagnie des prostituées bien plus coquines que sa noble épouse. Ça n'empêche pas Madame de Vivonne d'être un personnage éminemment important à la cour, et on dit même que le roi s'adonnait volontiers au libertinage avec cette dernière. C'est une femme capricieuse, à qui on dit difficilement non, et qui ne voit dans la vie que son propre amusement. Et son péché mignon, c'est le jeu d'argent bien entendu, parce que comme elle en a, elle peut le perdre à outrance. On l'a dit capable d'aller jusqu'à la ruine. Sa belle-sœur, Madame de Montespan, l'apprécie, mais elle cherche souvent des noises à la favorite du roi. Jalousie peut-être. Anne-Lucie de Lamotte-Houdancourt épouse quant à elle le marquis de la Vieux-Ville et lui fait 4 enfants. Ce qui est sûr, c'est que Madame de Vivonne et Madame de Lamotte ont un point commun. Elles ne peuvent pas sentir leur mari. L'accusation de la voisine n'est donc pas surprenante. Ok, 2 femmes proches du roi ont encore cherché à tuer leurs maris respectifs, mais ça ne suffit pas. À ce stade de l'enquête, après des années à faire le tour des différentes magouilles d'empoisonnement pour se débarrasser d'un mari, d'un père ou d'un frère gênant, l'araignée et Louvois ont besoin de plus. Le roi en est sûr, ce que tous veulent, c'est intenter à sa vie. Et après les nombreux interrogatoires des empoisonneurs, il en est aussi persuadé, le commerce de poison est partout. À Paris, en province, à sa cour même, et dans les plus hautes sphères de la société. Il ne croit pas si bien dire, puisqu'en 1680, la dernière parole de la Delagrange avait été de dénoncer la disparition inquiétante de la comédienne du parc. Et cette comédienne, c'est la maîtresse d'un artiste et intellectuel que vous connaissez tous. Mais c'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette saga de l'été de Crimes oubliés, consacrée à l'affaire des poisons. J'espère que cette saga vous plaît toujours autant. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, notamment sur YouTube. Je sais que peu d'entre vous écoutent là-bas, mais c'est le seul endroit où vous pouvez laisser un commentaire à chaque épisode, et c'est très agréable de lire vos retours au fil de l'eau. N'hésitez pas à partager cette saga à votre famille, vos collègues, vos amis, pour qu'ils passent aussi un bon été. Et moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode.